Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. L'avancée démocratique principale qu'a connue la Turquie de ces 10 dernières années est incontestablement le retour dans ses casernes de l'armée. Et ce progrès, on le doit à Tayyip Erdoğan et à son gouvernement. Et puis, en cours de 3e mandat, le même Tayyip Erdoğan, dont on dit qu'il est un homme impulsif et sanguin, a commencé à ralentir les priorités démocratiques turques. Les événements récents de la place Taksim à Istanbul, mais aussi dans d'autres grandes villes du pays comme Ankara ou Izmir, ont montré un Erdoğan intransigeant, nerveux et autoritaire. Les manifestants d'ailleurs ne s'y sont pas trompés car au-delà de l'aménagement du parc Gezi, c'est bien le virage sociétal du pouvoir turc qui est dénoncé. Cela débute avec l'interdiction de la vente d'alcool à partir de 22 heures et finit par l'imposition de modes de vie d'un islam orthodoxe qui bat en brèche le modèle islamo-conservateur que Tayyip Erdoğan et d'autres, en Europe comme au Moyen-Orient, avaient vanté. Le tout est maintenant de savoir si ce mouvement a été purement et simplement rayé ou bien s'il a semé des graines progressistes dans la société turque. Notre invité est Bayram Balcı, chercheur au Carnegie Endowment for Peace, et nous sommes en direct avec lui depuis Washington DC. Monsieur Balcı, avant d'en venir aux militants eux-mêmes, je voudrais que nous essayions de cerner la personnalité de Tayyip Erdoğan. Est-ce qu'il a montré ces derniers temps son vrai visage? Est-ce qu'il avançait jusqu'à présent de manière masquée? C'est une question assez difficile, mais je pense que jusque-là, la manière dont il s'est comporté, il a géré la crise, je dirais que quelque part, ce n'est pas une grande surprise. On a toujours su qu'il était il était fort de caractère. En français, on dirait que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. On l'a toujours su. Mais ça ne se voyait pas beaucoup parce que jusque-là, tout allait très bien. L'économie était en bonne santé. Politiquement, ça allait bien. Et je dirais que l'opposition était tellement faible que quelque part, il n'y avait pas lieu de voir le vrai caractère de Erdoğan. Or là, une fois n'est pas coutume, on a une opposition d'une nouvelle forme. Et je pense que ça montre un peu cette opposition d'une nouvelle forme, pas du tout comparable à celle qui est donnée par les partis politiques en Turquie. Quelque part, elle l'a obligé à montrer son vrai caractère. Est-ce que cette opposition, justement, dont on sait qu'elle est hétéroclite, quelle trace peut-elle vraiment laisser dans la société turque, au-delà des événements que nous connaissons ? Je crois que c'est encore un peu tôt pour le dire. On ne sait pas encore parce que c'est une nouvelle forme d'opposition. J'ai dit tout à l'heure, elle ne se reconnaît dans aucun parti politique en ce moment. Elle est très hétéroclite. Elle représente différentes tendances, différents groupes sociaux. Et je pense que d'ici quelques semaines, dans les semaines à venir, on verra si cette opposition elle peut se structurer, si elle peut entamer un dialogue avec l'autre opposition classique, et aussi si le gouvernement actuel peut engager un vrai dialogue avec cette opposition. Et je pense qu'en fonction des rapports qu'il y aura, de l'évolution des relations entre cette nouvelle forme d'opposition et les partis politiques et le gouvernement, je pense qu'à partir de là, on saura mieux dans les semaines à venir si c'est une évolution positive ou pas pour la démocratie turque. Avec, par exemple, quel type de parti cette opposition nouvelle pourrait-elle s'entendre ? Mais je crois que malheureusement que pour l'instant, de tous les partis politiques qui sont présents au Parlement, et même les partis minoritaires qui sont en dehors du Parlement, j'ai l'impression que ces manifestants ne se reconnaissent dans aucun parti politique. Et j'ai le sentiment que c'est une situation qui n'est pas spécifique à la Turquie. On voit aussi le même phénomène dans d'autres pays. On a vu ça dans le monde arabe. Je crois qu'il faut aussi voir un peu ce qui se passe au Brésil. J'ai le sentiment que la situation est tout à fait comparable. On est amené, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de crise du politique qui fait qu'il y a une nouvelle forme d'opposition et pour l'instant, elle n'arrive pas à trouver sa place dans la société. Cette crise du politique dont vous parlez, est-ce qu'elle est due à des croissances qui ont été très fortes dans ces pays, mais qui ont été réparties de manière inégalitaire? Est-ce que c'est pour vous le facteur principal? Je ne suis même pas sûr qu'on puisse parler d'une certaine inégalité. J'ai envie de dire que quelque part, ce qui se passe en Turquie, j'ai le sentiment que c'est un peu que le Premier ministre est quelque part victime de sa réussite, dans le sens où, depuis qu'il est au pouvoir, il y a une progression économique considérable. La Turquie s'est affirmée sur la scène internationale d'une manière, certes, avec difficulté, mais j'ai le sentiment que ce qui se passe actuellement, c'est l'émergence
d'une classe moyenne qui a vu le jour sous le pouvoir de Erdogan et quelque part, elle est en train de s'affirmer et de montrer que maintenant, elle veut être un acteur autonome et j'ai l'impression que ça pose problème quelque part au style de pouvoir qui est celui de Erdogan, c'est-à-dire un style un peu paternaliste, autoritaire et dans le sens où il les conçoit, il les considère comme les fruits de sa politique et quelque part, il les voit un peu comme des enfants ingrats, j'ai le sentiment. Si je vous comprends bien, ça veut dire que cette classe moyenne qui a émergé pendant toute cette période Erdogan, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne se contente plus de la prospérité économique, c'est cela? J'ai le sentiment qu'elle demande beaucoup plus que ça. Elle demande aussi le respect de sa façon de vivre qui est la sienne, le respect des modes de vie de chacun. Et j'ai aussi le sentiment qu'en fait, cette urbanisation, cette modernisation, elle a fait plaisir à tout le monde, mais que là, c'est allé tellement vite que quelque part, ça finit par poser problème parce qu'on a le sentiment que ça va trop vite. Et quand on regarde un peu l'évolution urbaine d'Istanbul, c'est un peu ça. Ça va tellement vite qu'il y a un moment, un certain nombre de gens ont le sentiment qu'ils sont complètement dépassés. Vous avez écrit quelque part que les manifestants avaient fait preuve de maturité politique, faisaient preuve de maturité politique. En quoi peut-on décrire cette maturité? Mais je pense que c'est une certaine maturité et une certaine sagesse parce que jusque-là, même s'il y a eu même s'il y a eu des dérapages, globalement, ça s'est passé, ils ont été plutôt pacifiques. Et je dirais que c'est plutôt la police qui n'a pas été suffisamment mature dans sa façon de gérer la crise. Et d'ailleurs, si vous suivez un peu l'actualité en Turquie, ça continue, ils continuent à exprimer leur mécontentement, mais d'une manière, je dirais, civilisée, avec cette façon particulière très turque d'exprimer son opposition en restant debout pendant un certain nombre de temps sans bouger. Et moi, je trouve que c'est une certaine maturité et que malheureusement, jusque-là, j'ai le sentiment que le pouvoir, le gouvernement Erdogan ne semble pas prendre profiter de cette occasion pour entamer un vrai dialogue avec les manifestants. Erdogan a la légitimité des urnes. Est-ce que ce mouvement de protestation peut changer quoi que ce soit à cette légitimité-là? Moi, j'ai le sentiment que, d'ailleurs, ce matin, j'ai consulté un peu la presse turque. Il y avait encore eu des sondages de différents organismes d'enquête. On a le sentiment on a même la certitude que si demain il y a des élections, le parti AKP arrive encore au pouvoir. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais je dirais que le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, ces manifestants, ce qu'ils demandent, ils ne remettent pas en question la légitimité démocratique de Erdogan. Ils savent très bien qu'il a gagné 3 élections. La dernière en date, il l'a gagné à 50%. La question n'est pas là. La question, c'est que Erdogan arrive à faire la distinction entre majorité, entre démocratie majoritaire et démocratie, je dirais, consensuelle. Une démocratie qui tienne compte des particularités des différents segments de la société. Et ça, je dirais que c'est quelque part, c'est là que ça bloque. Et ce qui me fait peur, c'est que, à la rigueur, Erdogan n'a aucun intérêt à les écouter parce que de toute façon, il va gagner les élections. De toute façon, d'un point de vue électoral, il est encore assez fort. Ça veut dire donc qu'il y a un caractère autoritaire intrinsèque au pouvoir turc aujourd'hui, ou bien ce n'est qu'un soubresaut? Je ne dirais pas un caractère autoritaire intrinsèque au pouvoir, mais plutôt à la personnalité. Je pense que c'est plutôt, tout se ramène, je crois que c'est plutôt une question de tempérament, c'est le caractère du Premier ministre. Et l'espoir en Turquie parmi les gens qui soutiennent le gouvernement, c'est que parmi son entourage, parmi ses propres conseillers, ses proches conseillers, quand même, qu'il y ait des gens qui émergent pour pouvoir essayer de le raisonner. Il y a eu des tentatives du président de la République, Abdullah Gül, et du vice-premier ministre, mais j'ai le sentiment que pour l'instant, il n'arrive pas encore à le raisonner. Il n'arrive pas à le raisonner parce que vous pensez que Erdogan est une sorte de personnalité dans sa tour d'ivoire, c'est ça? Il y a un peu de ça, mais il y a aussi, alors il y a d'autres explications. D'abord, il faut bien dire, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui travaillent, tous les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, on a le sentiment qu'il n'y a aucune rationalité. Ou alors il y a peut-être une rationalité qui est la leur, mais nous, on ne la voit pas. Mais on a le sentiment qu'il n'y a aucune rationalité dans son comportement depuis quelques semaines. Après, il y a peut-être aussi le fait qu'on dit, mais ça reste à prouver, que, étant donné qu'il a des problèmes de santé, qu'il était malade et que ça joue aussi sur sa façon de gérer le politique, il devient beaucoup plus impulsif, il l'était déjà à la base, il devient plus impatient. Donc je pense que ça fait partie des paramètres dont il faut tenir compte pour comprendre ce qui se passe actuellement en Turquie.
Vous avez fait allusion aux interventions du président Gül et du vice-premier ministre Bülent Arınç. Est-ce que ce sont des interventions qui visent le pouvoir, qui visent directement Erdogan, ou bien simplement à essayer de calmer les choses? Alors, certains ont avancé l'hypothèse que c'est déjà que la compétition est partie entre les trois chefs, les trois responsables et les trois dirigeants importants. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas ça. J'ai le sentiment que, en tout cas pour Abdullah Gül, on le sait, c'est que ce qui le motive, c'est davantage l'intérêt du pays, la stabilité, plutôt que l'ambition personnelle. J'ai pas le sentiment. Et je pense que dans le cas de Arınç, c'est pareil. C'est qu'ils ont le devoir, le sens de l'État, le sens de la responsabilité. Et je pense que c'est surtout ça qui les motive pour essayer de raisonner Erdogan. Je n'ai pas l'impression qu'il soit motivé par des considérations beaucoup plus politiques et personnelles. Merci, M. Balje, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Quant à vous, vous êtes sur France 24 et l'information continue en permanence. Merci infiniment.